Et du coup, dans ce principe d'analyse de la pratique, on s'appuie sur un outil très précis quand même, qui est la déclaration des droits culturels faite par Fribourg. Donc c'est un collectif de chercheurs, d'acteurs, souvent d'ONG à l'international et tout ça, qui ont travaillé sur ce texte-là, et qui n'est pas de l'invention de toute pièce de droit qu'ils auraient tiré de leur chapeau. En fait, ils ont collecté dans les grands textes internationaux, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et tous les textes qui ont suivi, les conventions, les pactes d'application, etc., qui ont collecté dans tous ces différents textes ce qu'on pouvait relever comme droit culturel, et en ont fait la rédaction à partir de ces textes-là. Donc c'est pas tous les droits que vous voyez là existent aussi dans différents textes, sauf que là ils sont enfin réunis pour en donner un corpus un peu plus conséquent, et surtout éviter cet éparpillement qui fait que bien souvent il passe inaperçu. On en entend peu parler, ou quand on entend parler, on traduit très souvent par ah oui, c'est le droit à la culture, le droit d'aller au théâtre ou quoi que ce soit. Et on va voir que c'est bien évidemment ça c'est important, mais que ça va un peu plus loin dans la prise en compte des références culturelles des personnes avec qui on travaille au quotidien, avec qui on œuvre au quotidien. Et donc cette déclaration, pour faire court, je vous propose déjà donc elle est organisée comme une déclaration assez classique avec des principes, des définitions et un ensemble de droits attenants. Je vous propose tout de suite de lire l'article 2 qui propose une définition de la culture, donc l'article 2A même, qui énonce que le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Voilà, donc on voit une acception large de ce qu'est la culture, mais en fait, si on réfléchit bien à notre propre personne, c'est voilà, quand on dit, on réfléchit à ce qui fait vraiment ce qui donne du sens à notre existence, c'est les valeurs qu'on se donne, c'est la langue qu'on parle, c'est les traditions qu'on a, les institutions avec lesquelles on a aussi des relations, etc., etc., les arts, les savoirs, etc. Et ce qui change et ce qui est un peu, ce qui est même essentiel dans cette définition, c'est qu'on remet la personne, seule ou en commun, dans la capacité d'exprimer ce qui fait référence pour elle. Parce que l'UNESCO avait déjà en 1982 donné une définition assez, qu'on dit anthropologique du terme de culture, c'est-à-dire qu'il recouvre plus de choses que les arts et les beaux-arts, par exemple. En revanche, telle qu'elle pouvait se comprendre, on pouvait par exemple dire les Français c'est ça, ça, ça et ça, parce que ça pouvait être complètement extérieur aux personnes. Voilà, on pouvait dire la culture française c'est la culture machin. Là, on remet au centre de la définition la capacité des personnes à dire ce qu'elles entendent comme étant des références qui donnent sens à leur existence. Et ça, ce n'est pas rien quand on pense, par exemple, à la question que vous vous posez pour ce séminaire, quel est le sens de notre métier? Est-ce qu'on attend qu'une personne extérieure nous dise ce que c'est le sens de notre métier? Ou est-ce qu'on va soi-même en avoir une idée, pouvoir se mettre avec des collègues autour d'une table pour en discuter? Ce que vous faites là, par exemple, au séminaire, c'est aussi retrouver la capacité à dire ce qu'on cultive, pourquoi on le cultive, quel est le sens de ce qu'on fait. Voilà.